Merci de votre attention. Excellent début de semaine. L'actualité ce soir, la visite de terrain de la ministre Victoire Toméga Dobé. Elle était sur les chantiers PUDC dans le Grand Lomé. 15 quartiers sont déjà touchés par le programme d'urgence et de développement communautaire. Le point tout à l'heure en début de journal. Il se veut rassurant mais apparaît fatigué. Le président Mouhamadou Bouhari s'est adressé ce lundi matin à ses compatriotes. Il réaffirme sa capacité à gouverner, rien cependant sur son état de santé. Enfin, depuis le 11 août, c'est la ruée vers Médine pour les fidèles musulmans. Et c'est là que va s'accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj. Les premiers pèlerins togolais sont arrivés sur place. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. Lomé demain mardi, capitale de la session extraordinaire des parlementaires de la CEDEAO, une session hors siège et c'est une première. C'est donc Lomé qui accueille le rendez-vous. Le président Moustapha Cissé Lo de ce parlement CEDEAO est déjà sur place accueilli cet après-midi à l'aéroport Gnassingbé et Adema par son homologue Dama Dramani. Voici ses premières déclarations à l'arrivée à Lomé cet après-midi. Nous sommes venus ici à Lomé, au Togo, pour participer au séminaire de mise à niveau des députés et tenir une session extraordinaire spéciale. Depuis la 4e législature, c'est la première fois qu'une session statutaire extraordinaire se tiennent en dehors du siège à Abuja. C'est l'intérêt que nous donnons à ce qui se passe dans ce pays, le Togo, avec les avancées en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme. Donc, en toute souveraineté et en toute indépendance, le bureau a décidé de tenir cette rencontre ici. Donc c'est le lieu de saluer d'abord son Excellence le Président de la République, Faure Gnassingbé, qui nous a fait l'honneur d'accepter de nous recevoir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est un honneur et un plaisir de vous avoir ici à l'aéroport pour nous accueillir. Nous allons séjourner dans votre pays pendant 8 jours, 9 jours, pour échanger des questions essentielles qui entrent dans le cadre du renforcement des prérogatives du Parlement que nous allons décortiquer en séminaire, suivi d'une réunion du bureau du Parlement et de la conférence des bureaux et d'une session extraordinaire en plénière pour examiner le budget du Parlement de la CEDEAO. Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO, à son arrivée cet après-midi à Lomé. Le Grand Lomé, le PUDC, 15 quartiers déjà touchés par le programme d'urgence de développement communautaire, routes, marchés, infrastructures d'adduction d'eau potable et j'en passe. On fait le point avec cette visite de terrain de la ministre Victoire Toméga Dobé. Le récit, Augustin Kossi. Une des ambitions du PUDC est de donner aux citoyens les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous. À Tokontame et à Baguida Centre, des quartiers périphériques de Lomé, des blocs latrines et forages photovoltaïques sont en cours de réalisation. Au même moment, le marché d'Atiébou est en pleine rénovation. 4 hangars, un magasin de stockage, des blocs latrines et un forage. Le nombre des femmes va s'augmenter et en ceci, nos denrées alimentaires seront à des prix compétitifs parce que aujourd'hui nous sommes classés parmi les marchés de Lomé. Avant, nous, on n'était pas classés, mais aujourd'hui avec ces nouveaux hangars, nous sommes classés parmi les marchés de Lomé et nous sommes sûrs et certains que les femmes qui vont s'approvisionner dans les autres grands marchés vont prochainement venir ici
ainsi et notre chiffre d'affaires va s'augmenter. Nous remercions sincèrement le chef de l'État. Nous lui disons un grand merci. L'urgence de ce programme semble donc être assurée. Les communautés à la base elles-mêmes s'y impliquent. Cette visite de la ministre Victoire Toméga Dogbe est destinée à la fois à apprécier l'état d'avancement des travaux et à exhorter les bénéficiaires à faire bon usage des ouvrages une fois réalisés. Pour les responsables du PNUD qui accompagnent le Togo dans la mise en œuvre du PUDC, le programme tient bien entendu ses promesses un an après son lancement. Le PUDC, c'est un programme transversal qui touche tous les secteurs d'activité, qui répond à la demande des populations. Ça a été mis en place par le gouvernement, exécuté par le PNUD. Nous touchons les domaines de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, de l'environnement, de l'assainissement. Actuellement sur le terrain, nous avons 406 km de pistes qui sont en cours d'exécution. Nous avons presque 270 salles de classe qui sont en cours d'exécution et en cours de finalisation, j'allais dire. Nous avons dans le domaine de la santé presque une quinzaine d'infrastructures de santé qui sont en cours de finalisation. Et d'ici la fin de l'année, vous allez voir que plus de 1200 km de pistes seront également engagées. Nous allons acquérir pratiquement 11 cliniques mobiles pour renforcer les dispositifs de santé. Nous allons également, dans le domaine de l'hydraulique, faire pratiquement 450 forages et adduction d'eau pour renforcer également le dispositif hydraulique. Les travaux sont en phase d'achèvement, 63% à Baguida Centre, 68% à Tigou et 75% à Tokwetame. Ce que nous notons de manière générale, c'est que les populations sont contentes de la bonne évolution des travaux. Et le PUDC, ça nous permet de dire que le PUDC, en fait, c'est la population. C'est pour satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Que veut la population? C'est l'amélioration des conditions de vie en matière de santé, d'éducation, d'accès à des sources de financement pour générer des activités, développer des activités génératrices de revenus. À travers le PUDC, c'est des réponses concrètes, pragmatiques, urgentes à ces besoins-là. Et nous constatons à Lomé que les populations sont assez contentes de ce qui est fait. Dans le Grand Lomé, 15 quartiers ont été touchés par le PUDC à travers la réalisation des infrastructures marchandes, éducatives, sanitaires et l'eau. Les travaux s'exécutent par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Et dans la foulée, nous évoquons ces plateformes multifonctionnelles installées ici et là et qui changent progressivement le quotidien des populations bénéficiaires. En témoignent, elles témoignent, vous allez les entendre, les plateformes multifonctionnelles et l'expérience des populations à la base. C'est un dossier de la rédaction, dossier signé Désiré Aloy. Dapante, un village situé à environ 8 km à l'est de la ville de Dapan. Une localité qui a bénéficié d'une plateforme multifonctionnelle. Un espoir des populations à la base qui sortent progressivement de l'état de pauvreté. Si on a moudre la farine avec le riz, l'argent que nous avons gagné, si on a eu le bénéfice là, nous pouvons acheter les fournitures de nos enfants. Nous pouvons aussi payer les pagnes. On a bénéficié sur le Pradé. Et on a pratiqué l'argent là, on a semé le soja. Avec la recette maintenant, on a ouvert compte à la COPEC avec 340 000 francs. Avec cet argent maintenant, on gagne de bénéfices pour s'occuper de nos enfants. La plateforme, ça nous a changé beaucoup. Nous remercions le président. L'autre avantage tiré par les bénéficiaires des PTFM reste leur alphabétisation fonctionnelle. Par exemple, moi, j'ai quitté les bancs depuis 1973 et je n'écrivais plus. Ça nous a réveillés et on travaille avec joie et ça nous donne beaucoup
des bénéfices. Là, j'ai fait seulement le CE2. Je ne connais pas écrire, je ne connais pas lire. Je sais comment remplir maintenant le cahier. On a les yeux ouverts à cause des formations. On ne pouvait même pas rester parmi nos camarades pour parler. À cause de ces plateformes, maintenant on a les yeux ouverts. Le programme d'appui au développement à la base PRADEB appuie directement les populations à la base pour répondre au plan d'action du gouvernement, celui de les propulser vers leur autonomisation. 42 plateformes sont implantées dans toute la région des Savanes et le processus continue. À ce jour, les 42 plateformes installées permettent des services énergiques modernes destinés à alléger les tâches des femmes. Découvrir spécifiquement une plateforme émergente, tirer les leçons de son exploitation et identifier ensemble les facteurs de rentabilité constituent aujourd'hui la préoccupation des exploitants. Et à ce jour, le fonctionnement est assuré par les exploitantes elles-mêmes. Mais il y a eu 4 communautés qui ont déjà eu leur attestation d'autonomie, qui gèrent bien leur plateforme. Il y a des jeunes plateformes qui viennent d'être installées. L'acquisition de bonnes pratiques dans la gestion des plateformes multifonctionnelles, puissant outil de lutte contre la pauvreté, appuie en définitive les AGR, activités génératrices de revenus, facteurs de développement. La suite est ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, communiqué suite aux incidents enregistrés le samedi 19 août 2017 au Togo. Le samedi 19 août 2017, la ville de Sokodé, en République togolaise, a connu des manifestations qui se sont soldées par 2 décès, 57 blessés parmi les forces de l'ordre et 20 blessés au sein des manifestants. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, au nom du président de la République et de l'ensemble du gouvernement togolais, exprime ses sincères condoléances aux familles éplorées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés pris en charge dans les centres de santé. Toutefois, le gouvernement, du fait surtout des inexactitudes contenues dans les informations relayées notamment par certains médias internationaux, tient à apporter les précisions ci-après sur cette manifestation, certes autorisée, mais qui s'est déroulée dans des conditions qui violent de manière flagrante les tests qui régissent les manifestations pacifiques et publiques en République togolaise. 1. Le 4 août 2017, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a reçu une demande de manifestation introduite par le Parti national panafricain PNP. 2. Conformément à l'article 48, alinéa 1 de la Constitution et à l'article 12 de la loi portant liberté de manifestation, le ministre a fait connaître ses observations et recommandations sur les lieux et sur les itinéraires à la délégation du PNP conduite par Dr Sama Kossi, secrétaire général du parti. 3. Les dites recommandations sont relatives au circuit proposé jugé inacceptable parce qu'il bloquerait pendant les manifestations la principale route nationale dans 4 des villes prévues pour accueillir les marches. 4. Les organisateurs ont donc été conviés à proposer de nouveaux itinéraires et les soumettre au ministre le lundi 14 août à 9 h. 5. Aucun représentant du PNP ne s'est présenté le lundi 14 août, pourtant convenu de commun accord. Rappelons que conformément et en application de l'alinéa 3 de l'article 13 de la Constitution, les services compétents du ministère de l'administration territoriale, à l'issue de ces constatations, étaient fondés à décider soit du report ou de l'interdiction pure et simple de la manifestation. Cependant, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 14 de la loi fondamentale, des recommandations écrites ont été envoyées au président du PNP sur les itinéraires et lieux dans le délai légal. Sur cette
base, il était attendu que les organisateurs se conforment aux nouvelles recommandations dans l'organisation de leurs manifestations. Malheureusement, contrairement aux recommandations et en dépit des clarifications apportées au cours d'une conférence de presse tenue par le gouvernement le jeudi 17 août 2017, le PNP a engagé sa marche au mépris des règles établies devant garantir à tous les citoyens et résidents togolais la liberté d'aller et de revenir. Si dans plusieurs villes, Anié, Kara, Lomé, Bafilo, la marche a pu se dérouler sans incident majeur. À Sokone, par contre, la situation a dégénéré avec des troubles graves à l'ordre public. Cette situation est le fait du refus des manifestants de suivre l'itinéraire indiqué et la volonté clairement affichée de bloquer la principale route nationale. Notons que tous ces faits ont été passés sous silence pendant que de prétendues répressions de manifestants étaient mises en avant. Nous regrettons l'absence d'équilibre dans le traitement des informations dans les médias internationaux, comme l'atteste le parti pris flagrant de ne pas relever le caractère très violent des manifestants qui ont incendié le commissariat de la ville, saccagé et brûlé les véhicules et engins à 2 roues en stationnement, dont un véhicule de la police, une ambulance des sapeurs-pompiers et dérobé des armes et des munitions. Pire, les manifestants se sont permis de s'en prendre physiquement à certains éléments des forces de sécurité qui ne jouaient que leur rôle de maintien de l'ordre, de les dépouiller de leurs armes comme le montrent plusieurs images de vidéos amateurs, sans oublier que d'autres armes découvertes auprès des manifestants ne font pas partie de celles dérobées au commissariat de police. Ce traitement sans vérification ni croisement de l'information est fortement préjudiciable à la paix dans notre pays. Engagé pour l'état de droit et le respect des libertés publiques, le gouvernement togolais déplore ces regrettables incidents. Il informe l'opinion nationale et internationale que, conformément aux lois de la République, des enquêtes judiciaires sont ouvertes pour situer les responsabilités afin que les auteurs et complices répondent de leurs actes. Le gouvernement rassure que les droits de l'homme et les libertés publiques figurent au rang de ses priorités et renouvelle son attachement à la construction d'un État démocratique dans le respect des lois et tests en vigueur. La paix et la cohésion nationale en sont tributaires. Communiqué donc du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Autre communiqué à suivre ce soir, celui de la HAC. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a tenu ce lundi 21 août 2017 une séance plénière extraordinaire consacrée à la couverture médiatique des événements qui se sont déroulés samedi 19 août 2017 relatifs à des marches organisées par un parti politique dans certaines villes du pays. Elle note à cet effet que de nombreux médias privés, classiques et en ligne, et surtout les réseaux sociaux, ont rivalisé d'excès divers dans la diffusion d'informations et d'images de violence, la publication d'images tronquées, de propos injurieux, d'appels à la haine tribale et à la désobéissance civile. De nombreux comptes rendus également marqués par un déséquilibre notoire dans la diffusion de l'information et de témoignages partisans. La HAC condamne fermement ces manquements graves au respect des règles déontologiques et éthiques. Elle déplore également l'absence de couverture des diverses manifestations par les médias publics, privant ainsi les populations de reportages objectifs conformément à leur mission. La HAC tient cependant à féliciter les journalistes qui ont fait preuve de professionnalisme en faisant appel à toutes les parties prenantes dans la restitution des événements et de leurs conséquences. Elle rappelle aux professionnels des médias leur rôle de médiateur qui leur interdit d'attiser les conflits
conflit, de publier de fausses informations et de prendre parti. La HAC appelle chacune des parties prenantes à éviter la désinformation et la manipulation par médias interposés et se met en garde les médias sociaux et en ligne qui exploitent les images de manifestations d'autres pays à des fins inavouées. La HAC invite les forces de l'ordre et de la sécurité ainsi que les organisateurs des manifestations à apporter le soutien et la protection nécessaires aux journalistes dans l'exercice de leur profession, communiquée là de la HAC. L'ITIE face à la presse, vous le savez, son rapport 2014 fait l'objet actuellement de dissémination. À quelle échéance sont justement publiés ces rapports, le rôle même de l'ITIE et à partir de là son importance? Eh bien voilà cela avec le secrétariat technique ITIE. Il était devant la presse vendredi. Tabita Isiakakou et Debsoussou. Le secrétariat technique de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, explique dans les détails le contenu du rapport 2014 aux professionnels des médias. Ce 5e rapport révèle que l'étude de cadrage a défini 35 entreprises déclarantes et la contribution du secteur extractif a permis de mobiliser 17 milliards 200 millions de francs CFA. La contribution dans le PIB, ça fait 2,9%. Dans les recettes de l'État, ça fait 2,6%. Et dans les exportations, ça fait 31,6%. On a constaté que pratiquement, il n'y a pas eu assez d'informations sur l'exploitation artisanale au Togo, surtout en ce qui concerne l'exportation de l'or à partir du Togo. Sur les dividendes, le rapport a révélé que sur 20 sociétés minières qui devaient en principe payer des dividendes à l'État en guise de participation gratuite de 10%, seulement 3 sociétés ont payé ces dividendes. La dissémination du rapport a démarré depuis le 3 août. Les rapports ITIE permettent d'évaluer la mise en œuvre des exigences de transparence. Si le rapport 2014 a été élaboré avec quelques retards, le secrétariat technique veut tout mettre en œuvre pour que les rapports 2015 et 2016 soient prêts avant la fin de l'année 2017. Les efforts de transparence qui ont conduit également à décanter aujourd'hui le climat des affaires au Togo. Il a fallu faire des réformes là aussi. But, attirer plus d'investisseurs étrangers au Togo et de l'intérieur, rendre le commerce plus fluide et plus compétitif. L'état des lieux, Lucassi. Le gouvernement togolais s'est engagé dans une dynamique irréversible d'amélioration du climat des affaires depuis quelques années. Dans cette optique, des mesures ont été prises pour rendre effective cette amélioration du climat des affaires. De nouvelles conditions de création et d'exercice d'activités économiques ont été instaurées. Il s'agit de la réduction du temps de création d'entreprise. En 24 heures, l'on peut créer son entreprise au centre de formalité des entreprises CFE. Le coût de création d'entreprise a été aussi revu à la baisse. Le paiement des redevances à la création d'une entreprise est suspendu. Une décision effective depuis 2015. Concernant le transfert de propriété, des efforts sont faits. Les actes enregistrés peuvent être retirés 24 heures après le paiement des droits y afférents. La création et l'opérationnalisation du guichet unique du commerce extérieur Ségus, basé sur un système de paiement unique, et la dématérialisation des pièces restent un acquis des réformes économiques du gouvernement afin d'accélérer les formalités et réduire les coûts ainsi que les délais dans le contexte des procédures d'importation et d'exportation. Aujourd'hui, le Togo se positionne comme un hub régional et à partir des atouts naturels que ce
pays dispose, en l'occurrence le port autonome de Lomé, et qui aujourd'hui, avec les récents investissements, ont permis de créer une logistique favorable au développement des activités de transbordement. Et aujourd'hui, l'aéroport de Lomé aussi constitue une plateforme qui permet au Togo de desservir l'ensemble des pays de la sous-région, donc qui finalement permet au secteur privé de pouvoir mener des activités dans l'ensemble des pays qui entourent le Togo. La NPGF, l'Agence nationale de promotion de garantie de financement, le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, le FNFI, le Fonds national de la finance inclusive, le PRADEB, toutes ces institutions travaillent en sorte que ce crédit aussi puisse bénéficier vraiment aux personnes les plus vulnérables, aux petites et moyennes entreprises, et il faudra accélérer dans ce sens. La fusion des deux régies financières du pays, notamment la douane et les impôts, a donné naissance à l'Office togolais des recettes, OTR. Avec la création de cette institution, beaucoup de réformes ont été opérées au niveau du paiement des impôts, telles que la possibilité pour les contribuables de payer dans les centres des impôts interconnectés, la mise en ligne du formulaire et bordereau de déclaration. À tout cela s'ajoute la réduction du délai relativement long du règlement des litiges à 48 heures maximum. Une cour d'arbitrage du Togo Kato est aussi créée pour régler les différends entre les opérateurs économiques. Toutes ces réformes ont permis au Togo de progresser de plusieurs points dans le classement Doing Business, d'attirer plus d'investisseurs, d'assainir le climat des affaires et de créer plus d'emplois. Les affaires dans notre pays dépendent aussi du programme des agropoles qui a été lancé par le gouvernement, qui permet finalement de créer une économie géographique très forte au niveau des régions et qui permet à ces régions de pouvoir développer des activités de production, mais surtout de transformation des produits. Ces programmes vont permettre au secteur privé de jouer pleinement leur partition au niveau des régions qui ont beaucoup de ressources, en l'occurrence en termes d'agriculture, en termes de tourisme, en termes d'industrie, en termes de commerce et aussi en lien avec les pays frontaliers. Grâce à cet environnement économique favorable, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a pu renouer avec le commerce international et promouvoir le secteur privé pour exporter plus de produits togolais. Ces réformes traduisent aussi une meilleure prise en compte des efforts du gouvernement en matière de promotion du secteur privé. Un secteur privé qui salue aujourd'hui les avantages d'un climat d'affaires propice qui lui permet d'attirer plus d'investissements. La loi de finances 2017 offre également plusieurs facilités fiscales aux entreprises, notamment la réduction de l'impôt sur les sociétés de 29 à 28% et les équipements informatiques sont hors taxe, puis certains produits alimentaires et textiles voient leur taux de TVA ramené de 18 à 10%. L'adoption du nouveau code des douanes pour adapter la législation douanière togolaise à l'environnement économique international et surtout faciliter et simplifier les opérations douanières est le coup de grâce de l'État porté pour séduire davantage les investisseurs et hommes d'affaires. Il est 20h26. Il se veut rassurant, mais apparaît fatigué. Le président Muhammadu Buhari reste flou. Il s'est adressé ce lundi pour la première fois depuis 3 mois à ses compatriotes depuis son pays, le Nigeria. Dans un discours à la nation retransmis à la télévision nationale, le chef de l'État nigérian a remercié ses compatriotes pour leurs prières. Il a appelé à l'unité et a réaffirmé sa volonté de lutter contre le terrorisme, mais pas un mot cependant sur son état de santé. Retour chez nous au Togo depuis le 11 août, c'est la ruée vers Médine pour les fidèles musulmans. Là va s'accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj, l'arrivée des premiers pèlerins avec Ramdan Bastina. Il est du voyage.
L'édition 2017 du pèlerinage à la Mecque pour le Togo, c'est 1825 fidèles d'Allah qui vont participer à ce 5e pilier de l'islam. C'est une obligation pour tout musulman de faire le Hajj au moins une fois dans sa vie s'il rassemble les conditions nécessaires, notamment être pubère, être surtout musulman, capable mentalement et financièrement. Les premiers pèlerins togolais partis à bord de plusieurs vols pour accomplir ce rite ont établi leur quartier à Médine. De là, ils pourront visiter les lieux saints de l'islam, marcher dans les pas de leur prophète Mahomet et de ses disciples. Nous sommes ici à Médine. Nous venons d'accueillir les pèlerins du 3e vol. Donc l'accueil s'est bien passé depuis l'arrivée du premier vol jusqu'au 3e. Les choses se passent bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Médine? Généralement à Médine, ils vont visiter les vestiges liés à la religion islamique. Le tombeau de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les lieux touristiques, ou bien les vestiges liés à l'histoire de l'islam. Au moment où les premiers professeurs de l'islam ont voulu instituer la religion. Ce sont des millions de musulmans venus du monde entier qui convergent vers la Mecque chaque année. Le Hajj, au-delà d'être spirituel, c'est un acte d'adoration envers Dieu. Et voici pour refermer ce journal, la deuxième édition de Bilitis Fashion, l'événement mode, est annoncée à la presse avec de nouvelles collections de vêtements, les héritages colorés attendus donc. Fafa d'Almeida, Yata Aratem. Valoriser le pagne et les perles est l'élément d'identification culturelle du continent africain. C'est la mission que s'est assignée Bilitis Fashion à travers les héritages colorés. Très ancré dans la culture togolaise, le pagne et les perles occupent une place importante dans les cérémonies traditionnelles. Le patrimoine que nous avons reçu de nos parents, le pagne tissé et le pagne batik, qu'est-ce que nous en faisons? Donc c'est de pouvoir revaloriser ce patrimoine hérité de nos parents comme vecteur de développement économique et culturel. C'est de venir déjà découvrir ce que nous avons comme collection et de venir soutenir les non-voyants de Palimé qui sont au cœur de notre activité du 16 septembre. La deuxième édition de Héritage coloré sera marquée par une série d'expositions-ventes, de démonstrations des techniques d'utilisation du pagne et de ses accessoires et une journée porte ouverte. Après s'être imprégné pendant 6 ans de la culture maghrébine et enrichi de sa cohabitation avec diverses modes, Bilitis décide de lancer sa propre marque de vêtements avec des designs originaux. L'apothéose de l'événement, c'est le 16 septembre prochain à Lomé. Et on boucle définitivement ce journal. Peur s'est arrêté du ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. Article 1er, il est ouvert au titre de l'année scolaire 2017-2018, un concours national de recrutement d'élèves pour les lycées scientifiques de Lomé et Kara. Article 2, le concours se déroulera dans les centres que vous pourriez consulter dans le quotidien national Togo Presse. Fin donc de cette édition. Merci à vous qui nous suivez encore ce soir sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement excellente soirée.